Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans votre magazine d'information, La Totale Dimanche. Au sommaire, ce soir, d'un confraternellement, après l'installation de la 14e législature, le nouveau gouvernement formé hier samedi 17 septembre dans la soirée après la nomination du nouveau Premier ministre Amadou Ba. Il compte donc 38 ministres au total, dont 8 femmes et 8 jeunes. Une équipe présentée comme un gouvernement de combat avec une continuité et des surprises. On en parle tout à l'heure avec le rédacteur en chef du site d'information Presse Afrique, Ayoba Faye, à suivre dans un instant. Et dans Coin Éco ce soir, quelle perspective pour l'agriculture avec l'hivernage très pluvieux? Paradoxalement, la bonne pluviométrie menace certaines cultures. Conséquence, les prévisions par rapport à la campagne agricole de cette année pourraient être impactées. Les explications de Mme Abdougaï Kassé et son invité à suivre tout à l'heure. Et dans Bouillon Culture, les hommes sénégalais font-ils le marché? Apparemment, oui, même s'ils sont peu nombreux à le faire, malgré la multiplication des grandes surfaces. Analyse à suivre dans un instant avec Aïssa Toukane dans Bouillon Culture. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous. Je vous le disais tout à l'heure, le Sénégal a connu donc pour la première fois depuis 2019 un nouveau Premier ministre, Amadou Ba. Il a été nommé hier samedi par le président de la République, Macky Sall, plus d'un mois après des élections législatives, rappelons-le, où le camp présidentiel est arrivé légèrement en tête à l'Assemblée nationale. Ce nouvel attelage gouvernemental est composé de 38 ministres. On note entre autres mouvement des entrées, des sorties, où certains également ont été maintenus et d'autres mutés. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Monsieur Ayoba Faye, il est le rédacteur en chef du site Presse Afrique. Bonsoir, Monsieur Faye. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de ce casting du président de la République après la formation de son nouveau gouvernement? Bonsoir. D'abord, je vous remercie de l'invitation que vous m'avez faite, l'honneur que vous m'avez fait de venir sur ce plateau de la Totale pour parler du nouveau gouvernement qui a été formé hier par le président de la République, Macky Sall, et son nouveau Premier ministre, Amadou Ba. Donc la première impression que j'ai, c'est que tous ceux qui s'attendaient à un gouvernement de technocrates pour accompagner Macky Sall dans ce qu'on pourrait appeler éventuellement ces derniers mois de gouvernance sont déçus, parce qu'on constate aujourd'hui que le nouveau gouvernement est composé essentiellement d'hommes politiques du parti, en tout cas de l'Alliance Benno Bokk Yakaar pour la plupart. Donc c'est le premier constat que je fais, que ceux qui s'attendaient à ce que Macky Sall nomme un gouvernement de technocrates sont déçus. Donc on a vu que le Premier ministre d'abord c'est un membre du parti au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Donc l'essentiel aussi des ministres qui ont été nommés, les 38, sont pour la plupart venus de la coalition Benno Bokk Yakaar, donc que ce soit du PS, que ce soit aussi de Réumi, de l'AFP. Voilà, la déception de ceux qui attendaient, vous venez de le dire, un gouvernement technocrate, la déception également de ceux qui attendaient un gouvernement d'union, que le président fasse appel à l'opposition. Est-ce que c'est surprenant que cela ne s'est pas passé comme cela? Bon, un gouvernement d'union nationale, pour moi, c'était impossible dans la mesure où l'opposition s'est braquée depuis les résultats annoncés des dernières législatives, dans la mesure où même l'installation de l'Assemblée nationale s'est passée dans une ambiance chaotique. Donc on ne pouvait pas imaginer dans ces conditions-là qu'il pourrait y avoir un gouvernement d'union nationale où certains membres de l'opposition allaient rejoindre le président de la République dans un gouvernement. Donc dans cette ambiance aussi
ambiance actuellement chaotique, il était impensable d'imaginer que des membres de l'opposition allaient rejoindre Macky Sall dans ce gouvernement. Alors, il y a aussi des rumeurs de contestation au sein même de l'Alliance pour la République, la coalition présidentielle. Depuis hier, on parle de contestation de certaines nominations au sein de ce nouveau gouvernement. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République est appelé à affronter une nouvelle vague de contestation au sein même de cette coalition? Donc, il y a toujours des contestations quand on nomme un nouveau gouvernement. Donc, un parti, c'est plusieurs membres, c'est des dizaines et des dizaines de responsables, donc issus pour la plupart de plusieurs régions du pays. Donc, si on choisit certains, qu'on en élimine d'autres, il y a certainement des frustrations. Donc, hier, il y a eu beaucoup de frustrations, j'imagine, du côté de Fatick, avec notamment Matar Ba qui a été dégommé du département des sports pour être remplacé par Yankoba Diattara. Sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup commenté cette nomination de Yankoba Diattara et ce limogeage de Matar Ba. Donc il y a beaucoup de frustration de ce genre et c'est dans l'ordre normal des choses, je pense. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est dans l'ordre normal des choses? Il y a beaucoup qui disent qu'on ne peut pas changer une équipe qui gagne quand on sait que Matar Ba a gagné la Coupe d'Afrique, certes, et on est à 2 mois du Mondial Qatar 2022. Aujourd'hui, c'est assez surprenant pour beaucoup d'éjecter Matar Ba pour mettre Yankoba Diattara. Oui, pour beaucoup, c'est une mauvaise décision de la part du président de la République. Mais pour savoir si c'est une mauvaise décision ou pas, il faut peut-être attendre que le nouveau ministre soit en place pour qu'il puisse opérer et développer sa politique pour qu'on puisse voir d'ici peut-être 1 an ou 6 mois qu'est-ce qui va se passer dans ce département-là. Mais ce sera très difficile, ce sera très délicat pour lui parce que le Sénégal est à 2 mois d'une participation de la Coupe du Monde. Et Matar Ba, pour rappeler, est là depuis 8 ans, 3 mois. Donc ce sera difficile aujourd'hui pour le nouveau venu d'être à jour d'abord sur les dossiers qui sont sur la table, parce qu'il faut le rappeler aussi, le sport sénégalais, ce n'est pas que le football. Il y a le basket qui vit ses heures les plus sombres. Il y a aussi tous les autres sports, la lutte est là. Donc il sera certainement très difficile pour ce nouveau ministre-là, qui n'a jamais peut-être géré un département de sport, d'être à jour. Un chantier énorme qui attend donc le nouveau ministre des Sports, un chantier énorme qui attend également tous les autres ministres quand on sait qu'on est à 16 mois de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, quelles sont les urgences, entre guillemets, de ces ministres-là à quelques mois, à 1 an et plus de la nouvelle La priorité, le président l'a décliné dans son discours d'avant-hier, dans son adresse à la nation, c'est surtout la cherté de la vie et l'emploi des jeunes. Donc surtout la cherté de la vie, il en a fait une super priorité pour ce nouveau gouvernement. Mais je pense que c'est aussi une manière pour lui de faire un peu dans la campagne électorale anticipée, si je puis m'exprimer ainsi, parce que ce qu'on n'a pas pu régler en peut-être 10 ans, on ne peut pas en 1 an, 6 mois le résoudre. Donc ce nouveau gouvernement-là, il ne faudrait pas que les Sénégalais rêvent qu'il va régler les problèmes de la cherté de la vie et de l'emploi des jeunes. Donc je pense que c'est un gouvernement politique qui va peut-être accompagner le président dans ces projets qui sont pour le moment flous, parce qu'il ne s'est pas exprimé sur la question de sa 3e candidature. Personne ne sait à l'heure actuelle s'il va se représenter ou pas. Donc pour l'instant, les Sénégalais regardent et observent. Voilà, vous venez de le dire, c'est aussi un commentaire qu'on voit par-ci et par-là depuis hier. Beaucoup disent que ce nouveau gouvernement-là est un gouvernement typiquement politique pour le président de la République, de recaser certains clients politiques, entre guillemets, avec surtout la nomination de ministres, au ministère des Affaires étrangères de 2 personnes, ministre des Affaires étrangères et ministre auprès des Affaires étrangères. Est-ce que cette lecture-là est fiable aujourd'hui? Donc,
Donc il y a eu beaucoup de commentaires sur les ministres auprès d'autres ministres. Comme vous l'avez si bien exprimé, c'est une manière un peu de contenter tout le monde, surtout les alliés, le Parti socialiste, l'AFP, Rewmi. Et ça a été certainement très difficile. L'attente a été longue. Peut-être les conciliabules ont été aussi très longues pour contenter tout le monde. Mais au finish, on nous a sorti une liste de 38 ministres, donc voilà, qui vont travailler à alléger la souffrance des Sénégalais, comme l'a si bien dit le président de la République. Donc vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est un gouvernement éminemment politique, composé pour la plupart d'hommes politiques qui sont engagés dans des partis de l'alliance au pouvoir. Donc il ne faudra peut-être pas s'attendre à grand-chose. Voilà, un gouvernement aussi, une équipe appelée à relever les défis de l'heure, comme l'a dit le nouveau Premier ministre hier, Amadou Ba. Rappelons que c'est un gouvernement de 38 ministres, vous venez de le souligner, avec 8 jeunes et 8 femmes. La place des femmes dans la politique au Sénégal, on en parle après ces nouvelles nominations-là. 8 femmes au sein d'un gouvernement de 38 ministres. Aujourd'hui, beaucoup disent que c'est quand même flagrant quand on parle de parité à l'Assemblée nationale, que ça se respecte, mais au niveau du gouvernement, que ça tarde à se faire respecter aujourd'hui. Quelle est réellement la place que la femme occupe dans la politique au Sénégal? Donc, dans la politique au Sénégal, je pense qu'il y a eu des avancées quand même ces dernières années. On a voté la loi sur la parité à l'Assemblée nationale, ça se respecte. Dans les communes, dans les collectivités territoriales aussi, ça se respecte. Donc, au niveau aussi de l'attelage gouvernemental, je pense qu'il y a des efforts à faire. Le dernier gouvernement, il comptait également 8 femmes, je pense. Celui-ci également compte 8 femmes. Je pense qu'au fur et à mesure, les femmes vont avoir leur place dans l'attelage gouvernemental, mais il va falloir du temps, il va falloir changer, il va falloir faire bouger les choses, changer les mentalités. Et je pense que d'ici peut-être une décennie, on aura un gouvernement où il y aura peut-être un nombre d'hommes et de femmes égales. Merci beaucoup, Monsieur Ayoba Faye. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site d'information Presse Afrique, un site en ligne. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, pour confraternellement. On passe à la suite de ce Total Dimanche. À présent, Coin Éco, je vous le disais tantôt, contrairement à l'année dernière, l'hivernage en cours est très abondant au Sénégal. La saison des pluies est une aubaine pour les agriculteurs et paysans dont les récoltes en dépendent fortement. Toutefois, tout excès est nuisible. C'est bien le cas pour cette année. Donc, Coin Éco s'interroge sur les impacts de cet hivernage sur l'agriculture. C'est un dossier signé Mme Abdoulaye Kassé. L'abondance en biens ne nuit pas, dit-on, mais la bonne pluviométrie que connaît le Sénégal depuis le début de l'hivernage peut avoir des inconvénients par rapport à la récolte de certaines céréales, prévient cet expert en intelligence économique et développement. C'était prévu depuis l'année dernière dans les prévisions météorologiques que cette année-ci risque d'avoir, avec les perturbations climatiques, beaucoup la pluviométrie serait en hausse. C'est certain qu'on ne s'y est pas préparé parce qu'on a eu depuis les années 70 beaucoup de sécheresses et que ces sécheresses font que les agriculteurs n'étaient pas préparés à avoir autant d'eau en un laps de temps. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, toutes les prévisions sont sabotées, ou bien même ils peuvent avoir tout ce qui est culture, qu'il y aura d'excès d'eau qui vont mourir. Malgré la hausse du budget de la campagne agricole qui passe de 60 à 70 milliards de francs CFA, l'opération risque d'être affectée. La barre des 3 530 000 tonnes de céréales récoltées l'année dernière pourrait ne pas être atteinte. La pluviométrie a été d'une certaine cadence qui fait qu'aujourd'hui les choses sont poussées très vite. Et je me demande même si d'ici même octobre ou novembre, la pluviométrie sera toujours là. Parce que là, le problème qui se pose, il est à ce niveau. Cette pluviométrie a complètement déboussolé les paysans. Les agriculteurs sont déboussolés parce qu'ils ne savent plus aujourd'hui à quelle limite ils sont confrontés. Oui. On peut avoir une récolte abondante comme on peut avoir un déficit. L'excès d'eau, ça gâte.
Pour le président du Centre africain de la nouvelle économie, aujourd'hui, l'urgence est de cultiver toute l'année et de ne pas dépendre uniquement que de l'hivernage. Il préconise par exemple la construction de bassins de rétention des eaux de pluie. Je pense que ça a été déjà réfléchi au niveau de la CEDEAO, au niveau de la FAO, pour avoir des rétentions, des bassins de rétention au niveau même, si c'est pas au niveau donc des champs, dans les champs à partir de certains travaux sur la nappe, d'avoir des cultures goutte à goutte. Les cultures goutte à goutte, vous avez l'eau toute l'année, donc à partir d'une pompe, où vous pouvez faire toutes les cultures l'année. Vous avez la possibilité, donc au niveau de certaines communes, d'avoir des réservoirs qui récupèrent l'eau de pluie. Cette culture-là doit être mise donc au niveau des agriculteurs pour qu'ils puissent faire la gestion hydrique. La campagne agricole en cours est affectée par le retard dans l'approvisionnement en semences et engrais à cause de l'invasion russe en Ukraine. Toutefois, l'autre véritable menace se nomme hivernage. S'il est vrai que c'est une période propice pour les agriculteurs et paysans, l'excès d'eau est nuisible au développement de certains types de cultures. Vous l'avez donc compris, la bonne pluviométrie menace certaines cultures. Conséquence, les prévisions par rapport à la campagne agricole de cette année pourraient être impactées. C'est donc le sujet de Coin Éco de ce soir. C'est l'affaire de Mamadou Gaye Kassé, son invité. Bonsoir Mamadou. Bonsoir à Diop Sen, bonsoir M. Fossar Banding Soane. Vous êtes spécialiste en développement et coopération internationale. Vous êtes maire de Karataba. Donc, vous êtes également spécialiste en politique et programme de développement, spécialiste en relations internationales, options développement comparé et diplômé en sciences politiques. Nous parlons agriculture. L'actualité oblige. Ce département a un nouveau boss, en la personne de Aly Ngouille Ndiaye. D'abord, comment voyez-vous sa nomination? Merci beaucoup et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci également pour l'invitation. Je voudrais d'abord le féliciter, M. Aly Ngouille Ndiaye, qui est le nouveau numéro 1 de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural. Et si je pense bien, on a ajouté la souveraineté alimentaire, et je pense que c'est extrêmement important, mais c'est le lieu également de féliciter l'ensemble du gouvernement, les sortants bien entendu, mais également les entrants, notamment le nouveau Premier ministre. En tout cas, la dynamique que le président Macky Sall a enclenché avec ce nouveau gouvernement, je pense que c'est extrêmement important. Et ce secteur-là, je pense qu'il est une priorité ou une surpriorité, bien entendu. Et c'est un gros chantier qui attend le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Son prédécesseur, M. Moussa Baldé, a reçu un travail important que je félicite également. Mais le défi reste encore entier, puisque, comme vous l'avez dit, votre reportage également l'a souligné, nous étions confrontés à beaucoup de paramètres qui ont quelque part amené quelques risques. Mais heureusement, beaucoup d'entre eux ont été maîtrisés. Mais d'abord, il faut saluer qu'il y ait une bonne pluviométrie et qu'une pluviométrie qui a été régulière. Parce que la difficulté serait d'avoir une grosse pluie pendant une seule période et qu'il y ait un stress hydrique pendant une autre période. Heureusement que la pluie a été régulière et assez abondante, qui donne des perspectives positives par rapport aux récoltes. Mais au-delà de cela, je pense que le gouvernement également a pris des devants notamment par rapport aux intrants, engrais comme semences, pour mettre une enveloppe assez conséquente de 70 milliards. Est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est toujours la question, mais toujours est-il que c'est une subvention. Et je pense que c'est un effort important, mais bien entendu, il reste encore beaucoup de choses à faire. En un an et quelques mois, Aly Ngouille Ndiaye sera-t-il en mesure de relever les importants défis qui l'attendent? Je pense notamment à l'autosuffisance alimentaire avec la flambée des prix des denrées de première nécessité que nous connaissons. Tout à fait. Je pense que c'est un défi important. De toutes les façons, avec le plan Sénégal émergent qui avait déjà défini à travers le PROCAS, si je ne m'abuse, déjà un certain nombre d'objectifs à atteindre. Disons sur certaines cultures comme l'oignon,
cela a été atteint. Maintenant, il y a ce sous-secteur-là doit être structuré, bien entendu, sur la question de la conservation, bien entendu, qui est principalement le problème à ce niveau-là. C'est plus un problème de production, mais c'est un problème notamment de commercialisation, mais tout à fait. Par la première étape, c'est la conservation et c'est ce problème qu'il faut fondamentalement régler. Mais je pense qu'un des défis majeurs, au-delà des emblavures qu'il faudra augmenter, notamment sur la riziculture, parce que si vous parlez de souveraineté alimentaire, bien entendu, quel est ce qu'on appelle en anglais le staple food, c'est-à-dire disons l'aliment de base au Sénégal, c'est bien entendu le riz. Vous nous direz, les céréales nous diront également le mil, d'autres nous diront le fognon ou le maïs, mais ce qui est important, que ces spéculations-là puissent être maîtrisées. Mais là, est-ce que ce n'est pas peine perdue, puisque à l'heure où je vous parle, l'Inde a pris quand même une importante décision, laquelle est de taxer donc l'importation du riz par des pays, notamment le Sénégal, qui importe cette denrée à plus d'1 million de tonnes chaque année. Donc l'Inde a imposé une taxe de 20%, juste pour décourager les importateurs et également satisfaire sa demande locale. Donc est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à une pénurie donc, de riz au Sénégal? Pénurie, l'Inde n'est pas la seule, bien entendu. C'est un gros producteur et gros exportateur, mais je pense qu'il faudra justement la diplomatie sénégalaise et le ministère du Commerce pour aller justement chercher d'autres partenaires pour combler le gap en attendant que nous puissions, sur les quelques années qui vont à venir, pour combler ce gap-là. Et je pense que ça nous, devrait nous inciter, nous pousser à accélérer justement le niveau de financement, le niveau des travaux, notamment les emblavures, pas seulement dans la vallée du fleuve Sénégal, qui a déjà un important travail qui est fait là-bas, mais dans le sud du Sénégal, mais également le centre pour développer la riziculture. Mais il faut fondamentalement accompagner dans l'aménagement, dans les aménagements hydro-agricoles. C'est extrêmement important, notamment sur la maîtrise de l'eau, qui nous permettra de faire de la contre-saison chaude également. Et ça, c'est extrêmement important. Tant que nous ne ferons pas une double culture dans l'année, voire triple pour certains, nous ne pourrons pas atteindre cette autosuffisance. Et je pense que le ministre a cet objectif-là, devrait avoir cet objectif-là de mettre l'accent sur le riz, le mil, le maïs, mais également, il faut derrière un travail de conscientisation, de sensibilisation des Sénégalais pour qu'on puisse adapter d'autres, adapter notre alimentation. Consomment ce que les producteurs locaux produisent. Mais tout à fait. Les Sénégalais commencent à consommer le riz de la vallée comme on l'entend. Vous savez, quand moi je suis de la Casamance, du département de Goudomp, tout ce que nous produisons dans mon village à Saninieri, Karantaba et autres, que je salue de passage, mais c'est consommé au niveau local. Maintenant, ça ne suffit pas par rapport aux besoins. Et c'est là-bas qu'il faut faire un travail extrêmement important, parce que si à Saninieri ou à Karantaba, nous produisons assez pour nous nourrir, nous n'avons pas besoin d'aller acheter à la boutique. Et ce serait dramatique que qu'on puisse continuer à acheter au niveau des boutiques alors qu'il y a une grosse pluviométrie. Maintenant, et les boutiques également et les grands commerçants qui achètent à l'étranger. Mais est-ce que le problème ne se situe pas à ce niveau quand on sait que le chef de l'État avait annoncé en grande pompe l'autosuffisance en riz en 2017 et entre-temps, 5 ans donc, se sont écoulés. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau où se situe le problème? Vous savez, c'est toujours un travail extrêmement difficile parce que vous courez derrière un lièvre. Vous savez, au moment où vous fixez 1 500 000 tonnes, dites-vous que ça, c'est les besoins à l'instant T. Mais lorsque vous déroulez pendant 5 ans, la demande augmente. Les Sénégalais augmentent, machallah, la démographie augmente. Si la population augmente, fondamentalement, il y a toujours ce gap-là. Donc, je pense qu'il faut aller être beaucoup plus ambitieux encore pour amener le curseur un peu plus loin pour que l'on puisse, sur les 5 prochaines années, connaître un peu, faire de la prospection pour savoir à peu près qu'est-ce qu'il faudra pour alimenter 18 millions de Sénégalais au lieu de 17 millions de Sénégalais. Et sur cette base-là, travailler pour, comme je l'ai dit, accompagner toute la chaîne de valeur. Et c'est ça aussi le problème. Parce que lorsque vous produisez et que derrière la transformation ne suit pas, notamment sur la riziculture, vous n'avez pas
de la machinerie nécessaire pour transformer la mécanisation. On en parle depuis des années. Il y a un important effort qui a été fait par le gouvernement. Je pense que ces 3 dernières années, il y a plus de 2000 unités de mécaniques qui ont été distribuées dans le monde rural. Je pense que cette année, il y aura 700 tracteurs qui vont être distribués également dans le monde rural. C'est important parce que ça permet à un agriculteur qui emblavait 1 hectare ou 2, cela, le tracteur lui permet d'aller sur 5-6 hectares pour, à terme, augmenter la production. Certainement, le tracteur seulement ne suffit pas. Mais le gros problème au Sénégal, c'est qu'on a une agriculture qui est fortement tributaire de l'hivernage. Maintenant, comment faire pour avoir une agriculture fonctionnelle 12 mois sur 12, comme l'a préconisé tout à l'heure dans l'élément que nous venons de suivre, Ahmad Soumaré, qui est un expert en intelligence économique et développement. Tout à fait. Ça demande un travail important, bien entendu, comme on le sait. S'il n'y a pas de l'eau, il faut aller le chercher. Il faut le chercher de niveau. C'est soit vous forez, soit vous irriguez ou tirez à partir des fleuves ou des cours d'eau, ou vous créez des bassins de rétention. Et je pense qu'il y avait déjà depuis 15 années, avec le président Wade qui avait déjà initié cela, et je pense que ça a été continué. Et jusqu'ici, dans le Nyombato, il y a des bassins qui sont toujours en train d'être érigés. Je pense que dans le Noto Diobas également, en Casamance. Et c'est le lieu d'appeler le gouvernement pour qu'on puisse faire le barrage de Sanofi qui permet justement de sauver la vallée, ce qu'on appelle la vallée de Tanaf, qui va permettre de sauver 10 000 hectares de terre qui étaient principalement utilisés pour la riziculture, qui ont été perdus par cause de la salinisation des terres. Et ça, c'est un fléau qui guette toute la Casamance. Il y a un important effort qui est fait par plusieurs projets, le PAPSEN, etc., pour permettre de mettre en place des barrages anti-sel. Mais je pense qu'il faut un effort beaucoup plus important, et c'est le lieu également de rappeler au gouvernement la nécessité de mettre en place le barrage, justement, comment il s'appelle, CFA Bambadjong, c'est-à-dire entre les 2 rives du fleuve Casamance, au niveau de Sédhiou, mais également renforcer celui de Cheikh Ali Souané qui est dans un état un peu, disons, très difficile. Le risque, c'est de perdre des centaines de milliers d'hectares de terre qui seront inutilisés à cause de la salinité. Et c'est un effort important à faire par le gouvernement. Mais comme je le dis, c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire des semences jusqu'au niveau de la transformation, pour ne pas dire au niveau de la commercialisation. Il faut rendre cette agriculture attractive. Il faut que le secteur privé mette l'argent et qu'on ne soit pas seulement dans du commerce. Ils avaient commencé notamment dans la riziculture. Il faut le faire dans la production de l'oignon. Il faut créer des hangars de stockage, et ça, ce n'est pas à l'État de le faire. L'État peut accompagner, mais c'est au secteur privé, les commerçants, les agriculteurs, de se retrouver pour créer ces conditions-là, ces infrastructures-là de stockage, de conservation de nos productions pour nous amener vers cette autosuffisance. Venons-en maintenant à l'impact de la bonne pluviométrie sur la campagne agricole en cours. Doit-on s'inquiéter quand on sait que l'hivernage est quand même abondant? Non, je pense que là, on est vers la fin de l'hivernage, et jusqu'ici les cultures se comportent à quelques, je pense, exceptions près, les cultures se comportent très bien. Mais il y a quand même certaines cultures qui n'aiment pas beaucoup d'eau. Oui, c'est ça que je dis. Donc la régularité, déjà, elle est bonne. Et ça, c'est le premier. Il y a 2 risques. Soit vous n'avez pas assez d'eau, ou il y a trop d'eau. Cette année, on n'a pas un problème de déficit, mais le risque maintenant, aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aurait trop d'eau ou pas. Parce que nous avons... le gouvernement a, ces dernières années, incité les producteurs à aller vers ce qu'on appelle les variétés hâtives, c'est-à-dire à courte durée, qui permettrait justement très rapidement que les producteurs puissent récolter. Et je pense que jusqu'ici, j'étais un peu en Casamance, pour le maïs, on est en train de récolter, dans les autres productions également, mais je pense que la pluviométrie est en train de baisser progressivement, et ça, c'est extrêmement important. Et espérons que cela se maintienne. Mais l'engrais également a été mis en place à temps, bien entendu, avec un gros effort de subvention. Mais il nous faut, bien entendu, comme je l'ai dit, la chaîne de valeur, elle est importante. Au niveau des phosphates, aussi bien de l'ICS, mais également de Nendori, qu'on puisse aller pour la maîtrise de cette production-là pour satisfaire toute
la demande nationale avant les exportations. Que la transformation se fasse au niveau local ici, avant que de l'exporter vers l'Inde ou dans d'autres pays. Oui, en 30 secondes, le rendement de la campagne agricole en cours n'est-il pas le grand défi qui attend Aly Ngouille Ndiaye quand on sait que sous Moussa Baldé, son prédécesseur, le Sénégal a battu des records. On a eu ces 5 dernières années des campagnes agricoles qui ont dépassé la barre des 3 millions de tonnes de céréales de récoltées. Justement, en 30 secondes, aujourd'hui, est-ce qu'on risque de ne pas atteindre un tel chiffre? Oui, cette année, il est attendu 4 millions de tonnes de tonnes de céréales. C'est une très bonne chose. Je pense qu'Aly Ngouille Ndiaye va surfer sur cette vague. Mais ce que nous pourrions le conseiller, c'est la synergie d'action. Il y a beaucoup d'intervenants dans le secteur, bien entendu, il y a dans son ministère, mais il y a d'autres acteurs qui interviennent dans l'agriculture. Je pense au PUDC, au PUMA, à d'autres programmes de l'État qui font des infrastructures extrêmement importantes. Mais je pense qu'il nous faut aller vers une synergie d'action. Le président de la République a appelé à cela à plusieurs reprises. Il faut fondamentalement, surtout dans l'agriculture, aller vers cette synergie d'action-là, notamment pour le financement, mais également l'accompagnement, l'encadrement, les infrastructures. Fossar Banding Souane, merci. Vous étiez notre invité. Nous parlions donc de la campagne agricole et de l'impact de la bonne pluviométrie en cours. Vous êtes spécialiste en développement et coopération internationale, maire de la commune de Karantaba, dans le département de Goudomp. Vous êtes également spécialiste en politique et développement, diplômé en relations internationales. Vous êtes ancien représentant en Afrique francophone de International Budget Partnership. Sanitou Aodiop pour ce débat. Merci, Maman Bougaïkassé. Merci à votre invité pour ce débat très riche sur la forte pluviométrie et la prévision par rapport à la prochaine campagne agricole. C'est la fin de Coin Éco, la suite donc de la Total dimanche. C'est tout de suite. Bonsoir à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la Total dimanche. Tout de suite donc, Bouillon Culture, nos hommes font-ils le marché? Avec l'avènement des grandes surfaces, des hommes font les courses, une tâche pourtant considérée comme une prérogative de la femme. Le sociologue Djibi Djahaté et l'imam Moussa Fall reviennent sur le comportement et la mentalité des hommes face à cette tâche ménagère ancestrale. C'est un reportage réalisé par Aïssatou Kane et Mafal Fall. On y revient donc tout de suite, cet élément d'Aïssatou Kane, Bouillon Culture, qui nous parle des hommes sénégalais qui font ou pas le marché. Elle est d'ailleurs avec nous sur ce plateau pour en parler. En attendant la disponibilité de ce reportage, Aïssatou Kane sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. Aïssatou, bonsoir. Bonsoir Awa. Alors, les hommes sénégalais font-ils le marché? Vous avez réalisé ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, traditionnellement et intrinsèquement lié dans nos cultures, nous savons qu'il y a, si j'insiste sur le propos il y avait une sexospécificité. C'est un terme qu'utilisent plutôt les sociologues pour dire que dans une société, il y a une répartition des tâches selon le genre. Les femmes, d'habitude, eux, ils faisaient tout ce qui était tâches ménagères. C'est eux qui géraient les emplettes, c'est eux qui géraient la cuisson, la cuisine. Maintenant, pour les hommes, tandis que les hommes, eux, ils allaient au travail et géraient tout ce qui est débourser de l'argent pour faire ces courses-là. Après, il faut savoir que ces hommes-là, c'est pour cela qu'aujourd'hui, peut-être il y a un changement, mais avant encore plus, ils ne voulaient pas faire ses courses, aller au marché. Justement, pourquoi cette réticence-là des hommes face à cette tâche-là ménagère, comme vous venez de le dire? D'accord, c'est ça que je disais tout à l'heure, parce que selon des sociologues, malheureusement, on n'a pas encore regardé le reportage, ils parlent de sexospécificité dans la société, c'est-à-dire qu'il y a dans nos sociétés, culturellement parlant, traditionnellement, une répartition des tâches selon le genre. Les femmes,
eux, ils géraient tout ce qui était la cuisine. Maintenant, les hommes, eux, c'est eux qui déboursaient l'argent. Mais on a vu que ces hommes-là, c'est pour cela qu'ils refusent aujourd'hui de vouloir aller au marché ou bien d'accepter que ce qui revient, les prérogatives qui reviennent à la femme, qu'ils se rabaissent. Pour eux, c'est se rabaisser à faire cela. Voilà, justement, on fait la pause un petit peu avant de revenir sur cet élément qui est disponible, on me signale de l'autre côté. On regarde le reportage avant de poursuivre ce débat. Dans ce marché, grouillant d'étals remplis de légumes, de fruits et viandes. Le marché en soi n'étant pas grand, très tôt, nous nous apercevons que peu d'hommes viennent faire des emplettes. D'ailleurs, cet homme, sous le couvert de l'anonymat, prend un réel plaisir à faire des courses. Le choix de faire le marché, c'est qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai eu le temps et je profite de ce temps pour faire le marché. Pour d'abord faire les courses pour moi, personnellement, pour la maison. Mais normalement, quand chacun a le temps, il peut librement faire les courses pour sa femme, pour sa famille, et ça fait du bien. Si nos traditions ont longtemps réparti les tâches en fonction du genre, de nos jours, de plus en plus d'hommes changent de mentalité et s'exercent aux tâches jadis dévolues aux femmes. Il faut voir que dans la société sénégalaise, il y a ce que l'on appelle la sexospécificité. Alors la sexospécificité, ce sont les attributs et les privilèges qui sont accordés à une catégorie en fonction de son appartenance sexuelle. Alors au nom de cette sexospécificité, traditionnellement, c'est la femme qui devait s'occuper de tout ce qui est course au niveau du marché, doit s'occuper de la préparation du repas, puisque c'est elle qui connaît les éléments dont elle a besoin pour faire la cuisine. En conséquence, cet attribut était essentiellement dévolu à la femme. L'homme, par contre, devait chercher la dépense. Donc c'est lui qui doit donner à la femme ce avec quoi elle doit se rendre au marché. Ce qui veut dire évidemment que le marché était d'abord et avant tout l'affaire des femmes. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de changements que nos sociétés ont connus. Pour faire les courses au niveau du marché, on se rend compte de plus en plus que certains hommes prennent le relais. Surtout au niveau des classes nantis et des classes moyennes. Aujourd'hui, avec l'avènement des grandes surfaces, on se rend compte évidemment que certains hommes préfèrent carrément, à la fin du mois, faire certaines courses, et il s'agit essentiellement des grandes courses. Aux yeux de l'imam Moussa Fall, certains Sénégalais machistes n'envisagent pas de faire des courses pour leur épouse, négligeant ainsi la sunna du prophète. Nous avons une interpellation dans le Coran qui nous demande de nous inspirer de ce modèle parfait, à savoir le prophète de l'islam. Vous avez en la personne du prophète de l'islam un modèle parfait. Malheureusement, sur le plan culturel, il y a notre islam qui est un peu souillé de temps en temps par des perceptions qui ne sont pas liées à la charia, liées à l'islam en tant que tel. Parce que les hommes sont un peu phallocrates chez nous et ils ne s'imaginent pas aller au marché, faire vraiment des courses pour leur épouse, pour la simple raison qu'ils considèrent cela comme une forme de rabaissement de leur part. Raison pour laquelle, si quelqu'un le fait, il le fait simplement parce qu'il imite de la manière la plus correcte la sunna du prophète de l'islam. Si les supermarchés sont de plus en plus fréquentés par les hommes, il reste que les traditions l'emportent et la majeure partie des Sénégalais rechignent à fréquenter les marchés traditionnels. Quoi qu'il en soit, une répartition équilibrée des rôles dans les ménages semble judicieuse. Voilà donc, Aïssatou Kane, cet élément que nous venons de voir. Donc, nous pouvons dire que faire le marché n'est pas seulement une prérogative de la femme. Oui, effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et bien sûr, il y a une distribution des rôles. Il existe bel et bien des hommes qui font les courses. Et quand on parle de courses maintenant, on te dira ndougou, entre guillemets en wolof. Des hommes qui le font maintenant, on voit qu'ils se départissent de ces traditions-là. Et de plus en plus aujourd'hui, ils vont faire les courses. Ils s'ouvrent au monde. Il y a une ouverture aujourd'hui de ces hommes-là qui ont une mentalité un peu plus ouverte. Mais quand même, on note qu'ils préfèrent faire les courses dans les supermarchés que dans les marchés classiques. Parce que comme l'a souligné tout à l'heure le professeur Djibi Diakhaté, d'habitude, ceux qui font les courses font partie des classes, des familles aisées, de la classe ou de la classe moyenne. Et comme on l'a fait tantôt avant pour le reportage,
ramassage, on a vu que des hommes qui préféraient, eux, faire les courses, mais les grandes courses, c'est-à-dire que les ravitaillements mensuels, acheter en grande quantité du poisson ou de la viande, laissant en rade peut-être les achats en détail, parce que dans les quartiers, on a vu des marchés qu'on appelle Yapsudjeker, si je peux le dire ainsi. Là-bas, ce sont les femmes qui partent et qui font des achats à détail, acheter des légumes, des poissons séchés et tout ça. Maintenant, quand même, il faut se dire qu'il y a cette ouverture de ces hommes, comme je l'ai dit tantôt. Mais quand même, le fait de dire qu'ils ne vont pas le faire parce qu'il y a une telle tradition dans les marchés classiques qui fait qu'on ne peut pas se permettre de faire cela, il faut peut-être revoir ça. Et dépasser. Ouais. Merci beaucoup Aïssatou Kane pour ce bouillon culture. La suite de la totale dimanche, tout de suite. À présent, tranche de vie à l'honneur aujourd'hui, Daouda Dia, premier questeur à l'Assemblée nationale et qui est en train de battre le record de longévité dans l'hémicycle. Il occupe ce poste depuis 2012. Le député maire de Orkadiéré est un homme assez discret, un peu effacé, responsable politique de l'Alliance pour la République dans la région de Matam. Il ne manque pas les occasions pour montrer qu'il est l'un des hommes forts de la mouvance présidentielle dans cette région au nord du Sénégal, même s'il n'est pas souvent en accord avec certains responsables politiques de cette coalition. Mamadou Sy nous dresse son portrait. Il est sans doute l'un des députés qui a le plus duré à son poste. Élu en 2012 sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar, Daouda Dia a vite occupé le poste du premier questeur à l'Assemblée nationale. En 2017, il rempile pour un autre mandat. Le maire de Orkadiéré continue de défier le temps. Lors de l'installation de la 14e législature, son nom est encore sorti du lot. Daouda Dia reste le questeur de l'Assemblée nationale. Il est né le 5 janvier 1971 à Wendou Bossé-Yabé, dans le département de Kanel. Le politique se considère comme un combattant au service de la République et de son terroir, un proche de la population. Il est décrit comme une personne calme, un peu effacée. Sa faible présence dans les médias en est une parfaite illustration. Daouda est titulaire d'un baccalauréat. Il a à son actif une formation en gestion à l'Institut de gestion de Dakar. Il est également diplômé de l'Institut de gestion de Paris. Malgré ses faibles sorties dans les médias, le député maire de Orkadiéré n'échappe pas à la guerre de leadership dans son Fouta natal. Des relations souvent heurtées avec les responsables politiques de la mouvance présidentielle dans la région de Matam. L'on se souvient encore de son recours contre le président du conseil départemental de Kanel, Abdoulaye Anne, décrit comme le lieutenant du ministre Mamadou Talla. Daouda Dia est un responsable politique respecté dans la région de Matam. Sa rivalité avec Farba Ngom était visible. Les conséquences politiques n'étaient pas des moindres. Certains de ses partisans n'hésitaient pas à prendre le sens inverse pour rejoindre son rival. La rubrique écologique de cette totale dimanche s'intéresse aux klaxons des camions de ramassage d'ordures ménagères qui souvent dérangent plus d'un à des heures très matinales. Ces camions effectuent des ramassages d'ordures dans chaque quartier de la capitale. Un ramassage accompagné souvent d'un système d'alerte assez spécial, d'où les klaxons intempestifs que beaucoup de Dakarois considèrent comme pollution sonore, même si pour d'autres, et ils voient cela comme une sonorisation, voient cette sonorisation plutôt comme un mal nécessaire. Khadija Ndat Diouf réalise ce sujet. Ce camion de ramassage fait le tour de plusieurs quartiers de Dakar pour récupérer des ordures ménagères. Un rendez-vous matinal avec une méthode d'alerte qui indispose plus d'un. À Ouakam, les témoignages sont presque unanimes. Les klaxons sont source de nuisances sonores. Non, franchement, c'est énervant. Franchement, ces klaxons sont énervants. Nous sommes obligés de nous réveiller à 7h ou 8h du matin. Et c'est très difficile pour nous, surtout les week-ends où nous devons nous reposer. C'est vrai qu'ils sont là pour nous aider, mais franchement, leurs klaxons, c'est une pollution sonore.
Des klaxons forts et répétitifs, ajoute ce jeune homme. Ça nous dérange vraiment. Dans mon quartier, le camion s'arrête devant chez moi pour faire son ramassage. Avec ces klaxons qui nous tympanisent, les gens de chez moi n'arrivent plus à dormir. Ils nous réveillent tous. Si les uns parlent de pollution sonore, d'autres par contre le voient comme un mal nécessaire. Oui, je disais que le bip sonore des voitures à poubelle nous arrange car ça nous permet de savoir que la voiture est dans le quartier et de sortir nos poubelles pour le jeter. Des klaxons intempestifs et très matinaux qui rythment le quotidien des camions de ramassage d'ordures. Un bruit différemment apprécié par la population. Et comment donc passer une bonne semaine? On est à quelques heures de lundi. Le professeur Djiby Diakhaté nous partage ses astuces. Son conseil, c'est de faire du sport, bien sûr, et de faire un planning pour toute la semaine. On regarde. En fait, je crois que la bonne semaine, elle se prépare, effectivement. Et à mon avis, les éléments les plus importants, c'est le repos, en fait, le repos sur le plan physique comme sur le plan mental. Je veux dire que comment utiliser son week-end pour avoir suffisamment de repos sur le plan physique, sur le plan mental. Et à mon avis aussi, ça doit être l'occasion pour renforcer la spiritualité. Et donc la spiritualité est importante, à mon avis, pour créer l'équilibre psychologique chez l'individu. Et en conséquence, l'occasion est donnée pour non seulement lire les Écritures saintes, mais aussi développer et intensifier les actes cultuels qui permettent de renforcer la foi et d'avoir un équilibre, il me semble, sur le plan mental, sur le plan psychologique. L'autre aspect qui me semble important aussi, c'est l'activité physique. Je crois que les médecins ont suffisamment attiré notre attention sur le fait qu'il est important d'avoir une bonne assise physique par des exercices sportifs que l'individu peut faire, qui lui permettent évidemment de retrouver un peu d'énergie, de retrouver un peu de force. Parce que évidemment l'alimentation que nous avons chez nous n'est pas une alimentation très équilibrée et en conséquence on a besoin de faire de l'exercice physique, on a besoin de faire du sport. Donc c'est des éléments qui me semblent importants. Et puis après, il y a la lecture, parce que c'est au-delà des Écritures saintes aussi, c'est la lecture profane qui nous permet évidemment d'agrandir la culture générale, de nous intéresser à d'autres aspects. Et puis après, de développer le réseau relationnel. Des études qui ont été faites ont permis de montrer que ce qui permet à l'individu d'avoir une durée de vie plus ou moins longue, c'est aussi la qualité de son réseau relationnel. Donc ça doit être l'occasion d'aller rendre visite à certaines personnes, de discuter de certains sujets et de s'en ouvrir à d'autres par rapport à des problématiques qui vous intéressent personnellement ou qui intéressent la communauté tout entière. Une société traversé, on est dans un monde traversé par la crise. Et je crois qu'il faut que chacun de nous trouve au plus profond de lui-même des ressources qui lui permettent de faire face à ces crises. Et il me semble qu'il est important de retourner à la spiritualité. Il me semble qu'il est important de retourner à l'enseignement de nos ancêtres. Il me semble qu'il est important de nous reconnecter à notre natte dont parle Joseph Kizerbo. Donc, passons plus de temps à mieux nous connaître. Passons plus de temps à connaître nos traditions, à connaître nos réalités culturelles, à connaître nos usages et nos coutumes et travaillons à nous connecter à nous-mêmes. En fait, un des problèmes que nous avons, c'est que nous sommes déconnectés à nous-mêmes par la connexion à Facebook, à Twitter, à Instagram, etc. Donc nous sommes connectés à d'autres réalités, mais nous ne sommes pas connectés à nous-mêmes. Donc il faut peut-être que nous travaillons à avoir plus de connexion avec nous-mêmes, plus d'introspection pour nous réinterroger quotidiennement, nous réajuster et donc travailler à nous parfaire quotidiennement. Bon, l'homme n'est pas un être parfait, c'est quelqu'un qui est peccable, c'est quelqu'un qui fait des erreurs, qui fait des fautes, qui fait des bourdes, mais qui a besoin de faire de l'introspection régulièrement pour se réinterroger, pour se re-questionner et voir qu'est-ce qu'il doit changer pour améliorer son mode de vie. Je souhaite à tout le monde de passer une très bonne semaine, une excellente semaine et souhaiter que tous les projets que les uns et les autres
ont avec eux soient couronnés de succès, qu'il y ait la bonne santé, qu'il y ait la bonne humeur et qu'il y ait la paix pour tout le monde. Et sur ce, Madame, Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. C'est la fin de cette Total Dimanche. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.